Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast du vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec Anis et Myriam, qui sont les propriétaires de Mon Secret Gourmand. Salut. Alors, pour commencer, ce que j'aime toujours faire avec les entrepreneurs sur les épisodes, c'est un peu connaître le bagage en arrière des entrepreneurs. Qu'est-ce qui a amené vous deux, en fait, dans le monde entrepreneurial? Fait que, puis, si je ne me trompe pas aussi, vous êtes d'origine de la France. Fait que peut-être même on partirait de là, puis je vous amènerai là ici par la suite. Oh, c'est quoi? C'est une erreur qui nous a amené dans l'entrepreneuriat? Non, c'est tellement progressif. Non, mais c'est super progressif, quoi. C'est sûr, je pense pas qu'il y ait des gens qui se réveillent du jour au lendemain et qui disent hey, je suis entrepreneur. Je pense que c'est comme il y a un cheminement, là. Il y a des choses qui arrivent. Oui, il y a des gens qui ne le seront probablement jamais, mais pour moi, en tout cas, là, moi, j'ai l'impression que vraiment, il y a eu comme plein d'étapes qui nous ont amenés à ça. Donc, c'est sûr, si on part de nos origines, là, oui, on vient de France, ça fait 8 ans qu'on est, 8-9 ans maintenant presque, qu'on est au Québec. Oui. Moi j'ai vécu la plus grosse partie de ma vie en France. Toute ta vie. Tu as vécu en France et au Québec. Là, ça fait 9 ans au Québec, ouais, c'est quand même une belle partie. On ne peut pas donner ton âge. Et puis c'est ça, on est originaire de Tunisie. Puis toi, c'est ça, tu as vécu un petit peu plus, je te laisserai en parler. J'ai vécu 18 ans en Tunisie, 8 ans en France et 8 ans et demi ici au Québec. Ouais. Là-bas, on n'avait aucun bagage entrepreneurial, du moins jusqu'à. Mon père est entrepreneur, toute ma famille est entrepreneur. Des exemples, des exemples dans les familles. En agriculture et distribution, fruits et légumes, plus des produits frais, toute notre activité, toute la famille du côté de mon père, la famille du côté de ma mère aussi. La ville dans laquelle on vivait en Tunisie, c'est pas mal majoritairement entrepreneurial. Tout le monde est entrepreneur dans cette ville. Ils n'ont pas le choix. Là. C'est des villes où il y a moins de, je vais dire bullshit job là. Il n'y a pas la place pour les bullshit jobs là. Si tu travailles parce qu'il y a de la valeur à créer immédiatement. Et donc la valeur, c'est travailler la terre, c'est aller vendre, trouver un moyen de vendre sa marchandise, c'est lutter, c'est se battre. Beaucoup de la terre, la construction, la pêche. Donc, ce sont 3 activités qui sont très, très volatiles et dépendent énormément de paramètres qui peuvent changer du tout. Ce sont des choses avec lesquelles moi, j'ai grandi. Comme tu peux te faire un gros chiffre d'affaires et tu peux tout perdre le lendemain. Ouais, c'est les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Ça a permis quand même de voir la valeur du risque à un jeune âge aussi. Puis après ça, de venir, qu'est-ce qui a amené à venir au Québec, les hivers froids, exactement. Évidemment. C'est pas non plus beaucoup, c'est pas tropical. Quoi. On a quitté la grisaille, le ciel gris parisien pour de la neige au Québec. Oh, à y réfléchir. Y réfléchir, on préfère la neige à la pluie, c'est ce qu'on dit tout le temps. Il y a un bel été aussi, qu'il n'y a pas à Paris. Ouais, on a un très bel été ici au Québec. À Paris, les étés ressemblent à l'automne, qui ressemblent à l'hiver, qui ressemblent au printemps. C'est gris. Sans couleur. En tout cas, non, mais c'est une ville magnifique, hein, Paris. On va pas dire trop de mal, mais nous, on avait envie de tenter autre chose. Justement, ça fait partie de l'aventure. Je pense que ça commence là, de toute façon, hein, beaucoup notre aventure d'entrepreneur. C'est aussi de se dire qu'on change complètement de contexte, on s'éloigne complètement de la famille. C'était pas voulu de s'éloigner de la famille, évidemment, c'est le truc qui nous manque le plus et qui est le plus difficile à gérer. Mais c'est sûr que c'est une grosse sortie de zone de confort, là, de tout laisser derrière. D'avoir plus aucun repère, même si on a l'impression que ça parle français au Québec, mais c'est complètement autre chose. Là. Ouais, le choix du Québec par rapport à québécoise, c'est pour la langue. Pour moi qui ne parlais pas anglais à l'époque. Ouais, on a eu beaucoup d'opportunités. Honnêtement, à l'époque, en 2018, il y a énormément d'opportunités de travail au Québec. Est-ce que c'est mieux, moins bien 2017, pardon. Est-ce que c'est mieux, moins bien maintenant? Bon, oui, certains diraient que c'est rendu très, très, très difficile. Mais à l'époque, énormément d'opportunités. Moi, j'avais eu peut-être entre 8 et 10 propositions de relocalisation, c'est-à-dire de compagnies qui étaient prêtes à me faire venir au Québec de France pour travailler. Donc, j'en avais accepté une à l'époque, c'est avec la compagnie Ubisoft, compagnie de jeux vidéo, super compagnie d'ailleurs. Puis c'est ça, donc c'est une compagnie qui nous a accompagnés dans le changement de vie un petit peu aussi là. Donc c'est sûr que ça nous a aidé un peu aussi. Donc on va pas non plus faire comme si on avait tout fait nous-mêmes. Ubisoft a bien aidé. Ouais. Mais comment Mon Secret Gourmand a commencé? C'était pas Mon Secret Gourmand au début. Moi j'avais une autre activité sur les réseaux sociaux. Je faisais des vidéos de cuisine. Tu étais opticienne. Oui, je suis opticienne optométriste dans une autre vie. Ça... Et puis moi je suis informaticien, je suis ingénieur en informatique.
par rapport à Il y a Québec. Christophe qui vous a ramené un peu de la France, puis là, d'où s'en est découlé un peu par la suite le reste de l'aventure. Mais même dans mon travail d'ailleurs d'opticienne optométriste, c'était beaucoup de vente. C'était Ouais, pas vraiment une du vendeuse. médical. Tu fabriquais même pas vraiment tant que ça des lunettes. Ouais, on me disait que j'étais une très bonne vendeuse. Je faisais 3/4 du chiffre d'affaires d'un magasin, sachant qu'on était 13. Mais c'est quelque chose que j'ai adoré et c'est quelque chose que je dis tout le temps, même dans les stories. J'aime faire des ventes, pas pour le montant de vente. C'est juste se challenger à tous les jours de faire mieux que la veille. Juste ça. Moi, quand j'ai plus de challenge, quand je suis trop dans la même chose, j'aime pas ça, puis je m'ennuie. Non, c'est sûr qu'on aime beaucoup bouger, on aime beaucoup le changement, on n'aime pas quand ça stagne, on aime faire des nouvelles choses, développer des nouvelles choses. On n'aime pas trop les tâches répétitives. Là. Oui, moi, c'est ma hantise. Impossible. J'ai déjà fait 18 heures de travail, 20 heures de production même, mais la même tâche toute la journée, impossible. Au bout de 2 heures, là, tu me perds. Tu veux de l'efficacité, tu me fais changer de tâche. Ouais. Ça marche pas. Donc là, en fait, le truc, c'est que, comme disait Myriam, elle a lancé une chaîne YouTube. C'était en quelle année, ça, la chaîne YouTube? 2013. 2013, ouais. Donc là, elle a commencé à partager des contenus. C'était vraiment pas à l'époque beaucoup de... C'était, je pense, le début de la monétisation de YouTube. Mais je parlais... On faisait des milliards à l'époque. Non. si on faisait $50 tous les 2 mois, c'était... Oui. Ben, c'est des heures. C'était vraiment un travail à temps plein. Mais ce qui m'avait permis à l'époque déjà de rencontrer tout ce qui est influence et système d'influence était très, très nouveau à l'époque. Ils ne se faisaient pas payer spécialement les influenceurs et ce n'était pas une vraie job comme ça l'est aujourd'hui. Il n'y avait pas d'agence comme aujourd'hui. Là. Il y en avait quelques-unes, c'était vraiment le début. Il y avait des networks, ce qu'on appelait des networks. Là. Ouais. Donc, ce que moi, j'avais réussi à bâtir à l'époque, c'était une communauté qui savait très bien Anis et Myriam, mais c'était plus moi qui avait le visage, mais il apparaissait lui aussi, et qui ont connu la personnalité derrière. Puis, ça m'a permis d'être très à l'aise sur prendre un téléphone et parler, c'est pas un truc compliqué pour moi. Prendre un ordinateur et écrire un mail, c'en est autre chose. Donc, convaincre juste en parlant, oui, mais à l'écrit, c'est pas ma tasse de thé. Donc, de là, on a commencé à faire de là, on faisait beaucoup de recettes, puis le monde voulait les acheter. Parce que oui, tu as toute la recette, mais tu ne veux pas le faire. C'est pour les gens sont en train de courir dans tous les sens. Donc, de là, j'avais pris cette page-là et commencé à vendre sur cette page-là. Et j'avais déjà un bassin de clients. Donc, je n'ai pas eu à aller chercher des clients au début. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer à quelqu'un qui veut se lancer nouveau. Enfin, je sais maintenant, mais réellement, nous, on n'a pas commencé avec 0 client et de la prospection de personne te connaît à tu veux devenir quelque chose. Mais ça restait quand même dans la communauté. C'est des gens qui me connaissaient. C'est plus ou moins de la même origine. C'est ouais, c'était assez restreint. Puis c'est la maison et puis. Ouais. Mais j'ai toujours. Vous avez été comme avant-gardiste sur la création de contenu parce que maintenant, avec les différents entrepreneurs, là, hier, j'ai interviewé Inspecto qui fait les inspections de bâtiments. Puis comme lui, ça a été de faire des vlogs, puis à un moment donné, ça a décroché. Mais comme dans votre situation, 2013, on est avant. Fait, ça démontre qu'aujourd'hui, on a plus, mais qu'avant, ça a porté fruit aussi. Mais j'ai perdu cette flamme de créer du contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne crée pas spécialement de contenu pour mon secret gourmand. Et ce qui avait étonné tous les gens ces dernières 2 années, là, on n'a quasiment pas créé de contenu, nous. C'était du contenu, en fait, qu'on absorbait. Puis les gens venaient filmer, poster. Organique, là, on ne connaissait même pas c'était qui. Tu sais, on a eu Olivier Primo, je n'avais même pas idée c'était qui le personnage. Quand on a eu leur mail qu'ils voulaient passer une journée où on était fermé, ils voulaient commander. C'était même pas genre chercher des produits ou quoi, mais c'est juste que ça ne fitait pas avec leur planning. Je ne connaissais même pas le personnage. Vous allez rigoler, Véronique Plotier, je ne connaissais pas c'était qui. C'était aussi, elle a goûté à travers une cliente régulière à nous. Claudie Mercier. Oui, Claudie Mercier. Attends, Rim Nebax, on avait le contact on avait la même coiffeuse, donc je l'ai connue dans la vie, pas à travers comme influenceuse. Donc, ce qui nous avait, nous, beaucoup aidé, c'est qu'on était avant avec une communauté, avant de commencer à vendre.
Et Ça puis, nous a aidé au moment où on a lancé la boutique. ouais, Parce que le truc là, on l'a pas dit, mais c'est sûr que notre parcours quand même, il ressemble à beaucoup de parcours d'entrepreneurs qui vont commencer petits avec il y a quelque chose qui a l'air d'accrocher, quelque chose qui a l'air de fonctionner. Oh, j'ai l'impression qu'il y a de l'attraction pour les desserts, pour les pâtisseries. Les gens commencent à aimer, on commence à vendre. Puis là, malgré tout, on met des petits investissements, on achète une petite machine, un petit truc pour faciliter le travail, etc. On fait grossir un petit peu. Puis là, on atteint les limites. Dès qu'on a fait un tout petit peu grossir de la maison, est arrivée la Covid. Et la Covid a fait complètement changer aussi notre façon de fonctionner. On fonctionnait en livraison avant beaucoup. On faisait des tournées de livraison, on a dû arrêter ça. Tout ce qui est anniversaire, nous, on était vraiment très basé anniversaire et événementiel. Des gâteaux de fête. Donc, des gâteaux de fête avec des décorations, avec des thèmes, princesses, des trucs comme ça. On a tout brisé, puis on est reparti. Je dirais que Nice et moi, on a fait beaucoup de hop, ça fonctionne pas, autre chose. Ça fonctionne pas, autre chose. Ouais, essayer d'attraper qu'est-ce qui marche. Essayer d'attraper ce qui fonctionne. On a fait du keto, c'était la montée de keto à l'époque. Les régimes cétogènes, on avait fait beaucoup. On s'est rapproché des desserts normaux, sachant qu'il y avait 0 sucre dedans. Donc après, oui, on a atteint vite notre limite, on a déménagé, on a acheté une maison, on a transformé le sous-sol en atelier, mais la limite était vite atteinte parce que on peut pas produire d'une façon, on peut pas atteindre un système étant de la maison. Le truc dont tu n'as pas parlé, c'est que même quand on était à la maison, on a dû mettre en place un système quand même. C'est-à-dire qu'on a commencé à systémiser un petit peu tout ça avec par exemple, des systèmes de commandes, améliorer un petit peu l'efficacité, s'assurer qu'il y ait de la disponibilité, qu'on n'allait pas se retrouver avec trop de commandes le même jour sans s'en rendre compte. On était sold out, surtout à Noël, jour de l'an et la Saint-Valentin. Je me rappellerai toujours, la Saint-Valentin, on était à Montréal, sur Saint-Joseph. Là, il y en avait une file des gens dehors. Puis j'avais des fois des mondes qui me demandaient, mais les gens attendent quoi devant chez vous? Ça, c'est dur, là. C'est à Montréal. C'est sûr, Montréal, c'est tout petit. Il y a certaines rues, elles sont minuscules. S'il y a des voitures qui sont en train de chercher, ils se disent « Oh bah tiens, je vais m'arrêter sur la rue, comme ça, je vais descendre, prendre ma commande et repartir. » Et là, ils bloquent toute la rue. Mais il y avait une file à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, ça a toujours été vraiment une grosse journée de vente, que ce soit à la boutique ou avant de la maison. Donc là, est arrivé le moment où on s'est dit « Ok, on frappe la limite là, puis on veut sortir. » Donc, c'est là qu'on a commencé à définir c'est quoi le vrai branding, la vraie mission, la vraie vision. Pour moi, on l'avait défini même avant. On l'avait défini mais là, on l'a mis déjà sur de la papier. maison. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte, là, dès qu'on a pensé à ouvrir une boutique, on s'est dit qu'il allait falloir qu'on amène certaines choses au niveau supérieur, donc notamment le branding, donc nos emballages, les logos, toutes ces choses-là, la façon de communiquer, les réseaux sociaux, etc. Donc là, on a essayé d'amener quelque chose qui a plus ressemblé. Ce que je comprends, c'est que de la maison, il n'y avait pas nécessairement de marque, c'était un peu du organique, mais rien pour la création de contenu, on crée la communauté, fait que de fil en aiguille, ça développe, mais on n'a pas de nom officiel ou il y avait un nom. On était Inc. de la maison, non? Exactement, il y avait le nom officiel, c'était une incorporation, il y avait ce qu'il fallait. Au début, j'étais travailleuse autonome pendant 2 ans. Et puis après, par la force des choses, on courait derrière nos commandes, derrière tout ce qui est opérationnel, parce qu'on faisait absolument tout. Anis avait encore son travail. Pendant tout ce temps-là, en fait, moi, j'étais en 9 à 5, là, parce que j'avais un travail à 40 heures semaine pendant qu'on était en train de développer progressivement la compagnie. Il a quitté il y a 2 mois de ça, hein, donc c'est pas parce que le monde a l'impression que ça fonctionne que tu peux quitter ce job-là. Non, il y a énormément. On se pose sur le chemin, là, on se pose énormément de questions liées à l'argent, énormément. C'est sûr que quand on a la chance d'avoir une source de revenus qui nous permet entre guillemets, il y a de l'argent dont on n'a pas forcément besoin tout de suite, on se dit, c'est bien, je peux acheter un robot de cuisine avec, c'est quand même cool. Ça aide je peux acheter, des accessoires, des trucs comme ça. Ça aide pour le branding aussi. Nous, personnellement, ça nous a beaucoup aidé que j'ai pas besoin de l'argent que je faisais rentrer. En fait, parce que pour un entrepreneur, dire non, c'est très, très, très compliqué. C'est pas tout le monde qui est capable de dire non. Et par contre, tu dis non à quelque chose, tu as un 10 oui ou 10 autres opportunités qui te correspondent plus. Mais si tu es dans le day-to-day et tu es dans ton opérationnel et essayer d'avoir un certain montant, c'est là que tu vois comment, moi, je vulgarise ça en disant c'est comme un poisson qui manque d'oxygène là. Puis là, tu sors de l'eau, il sait plus, en fait, il a besoin de retomber là où il était, il n'est pas confortable du tout. Et dans cette situation,
si tu as besoin absolument d'un certain montant, là, tu peux commencer à commettre des erreurs qui ne correspondent pas à ton branding. Parce Ouais, qu'un c'est branding, ça. ça coûte extrêmement cher. Et si tu veux le faire sans débourser des milliers de dollars, comme nous on a fait, ça vient avec tenir tête à des commentaires, à Non, mais gens qui c'est essaient ça, de c'est te essayer faire de pousser garder ton image et c'est te battre pour garder ta ligne, ta vision, ta stratégie. Parce que, comme dit Myriam, c'est sûr qu'il y a tout le temps du monde qui viennent, puis qui, alors souvent, c'est bien intentionné, c'est Oui. bienveillant. Et on dit, ah, mais tu devrais plutôt faire ça. Oh, tu devrais baisser tes prix. Mais C'est beaucoup trop cher. Attends, Ou bien, oh, tu le devrais. plus drôle était, tu as du comptoir. Tout ce comptoir est vide. Il n'y a rien d'affiché dessus. Tu pourrais mettre du pain, mais tu sais, tu peux acheter Bah du oui, c'est pain ça. et Il y a l'exposer là. du monde qui nous qui aurait bien vu vendre des chips dans notre Parce qu'il y avait pâtisserie. de l'étalage vide. Parce qu'il y a de la en fait. place. Et pourquoi vous n'utilisez pas ça, mais vendez du Coca-Cola. Donc c'est sûr qu'il y a des gens qui essayent de venir tout le temps te cogner. Mais de toute manière, je veux dire, c'est ce qui fait qu'on est des entrepreneurs. S'il n'y avait pas des gens qui venaient nous bousculer sur notre façon de faire, c'est probablement qu'on fait comme tout le monde. Puis si on fait comme tout le monde, ben, là, c'est sûrement qu'on fait rien en fait. Même, Donc c'est normal de se faire bousculer comme ça. même pour ouvrir la boutique aussi, tu te rappelles, pour ouvrir la boutique, on était plus ou moins, enfin, tous les entrepreneurs vont dire ça là, mais on était dans la pire période. Pour ouvrir une pâtisserie ou un commerce de nourriture, 2021, la banque avait zéro appétit pour tout ce qui est alimentaire et on s'est fait refuser de partout. Donc, avec Anis aussi, on a fait des boîtes et tac, la porte, le banquier, Ouais. bonjour, expliquez-nous. On avait un moyen de mange. convaincre. Le moyen de convaincre, c'était de faire goûter. Mange. On savait que ce n'était pas suffisant pour des financiers, des banquiers, mais ça a aidé. Parce qu'avec la banque, ce n'est pas un tout blanc ou tout noir. Il y a toujours des moyens, puis on l'a remarqué dépendamment. Il y a certaines banques, ils ont fermé la porte de façon définitive, avec aucune possibilité de parler, là, c'est sûr. Mais il y en a d'autres qui étaient ouvertes à discuter, puis à mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut faire. Oui, donc il nous a dit que notre projet était très beau et tout, mais il avait besoin d'être remis une vraie structure pour la banque. Donc, ça nous a coûté extrêmement cher niveau taux. On a eu des taux, on a eu 13% à la fin. Au début, c'était comme un 18 ce qu'ils nous ont proposé, puis ça a baissé parce que Anis avait des bonnes finances, on avait une maison, ça mettait dans le compteur, ça nous aidait, mais c'est quand même cher. Puis on a fait le choix de continuer notre branding à ce moment-là en haut de gamme, puis les gens allaient nous amener vers le luxe. On a toujours su qu'on était luxe à travers les ingrédients qu'on utilise, le service. C'est ce qu'on voulait surtout, c'est ce qu'on voulait donner. Mais on utilisait des ingrédients luxueux. On essayait d'avoir une communication qui allait avec ça. On avait le choix de nos vendeuses et de la façon dont on va présenter nos desserts. Dans la vision, habituellement au Québec, il n'y a aucune place qui est sans tips. Nous, on est sans tips. C'était parce que le client qui achète un café ou qui l'achète pour 2 000, 3 000 $, puis ça nous arrive, on a des clients comme ça, et il doit avoir le même service, tout ça. Donc, ce n'est pas dépendamment de combien il paye. Donc, ça, on le savait, mais on voulait que le mot luxe, ça soit amené par des gens. Et c'est beaucoup mieux toujours que quand les gens te positionnent à quelque part, plutôt que tu te mets à cette place-là. Et surtout, si tu veux te mettre à cette place-là, il faut débourser des grosses sommes pour que tu déploies le marketing qui vient avec ça. Si je veux être partout, le marketing, mais aussi tout l'emballage. Oui, tout. Je parle de marketing, image de marque. L'emballage, oui, exactement. Donc, nous, par exemple, nos boîtes, on voulait que ce soit de belles boîtes. Donc, oui, elles coûtent très cher, en fait. Le monde ne se rend pas compte, là, mais elles coûtent extrêmement cher. De temps en temps, on a certains clients qui nous disent « Oh non, cette boîte est trop belle, je ne peux pas la prendre de dessert dans la main. » Je dis « Mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas comme ça qu'on veut servir les gens. » Qu'est-ce qu'on s'est battu pour le dessert dans la main? Ouais, des gens veulent vraiment qu'on leur donne comme le trompe-l'œil dans le creux de la main. Il y a un client qui a réussi à nous convaincre. Il a amené 14 000 arguments derrière. Il a réussi à me convaincre de lui donner dans la main. Mais c'est juste pour dire, on a beaucoup de gens qui nous ont dit, mais donnez des boîtes moins chères. Donner boîte moins chère, ça va vous coûter beaucoup moins cher à vous, ça va être beaucoup plus facile. Mais nous, non, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Dans notre cash flow, ça serait beaucoup plus facile si on n'avait pas de 10 000 boîtes, 20 000 boîtes à acheter à l'avance, parce que nous, c'est rendu que du marbre, du doré, nos boîtes, du custom, c'est rendu notre image de marque. Le monde sait très bien, le look aussi très poussé dans les trompe-l'œil, exemple, le monde sait que ça vient de là.
Mais il y a une petite question que je me pose aussi, c'est que là, on a parlé que, tu sais, en avant, c'était tout à domicile, on faisait des recettes, on était vraiment au niveau tendance. Mais qu'est-ce qui a été l'élément qui a dit, ben, bon, parfait, là, on a trouvé notre vision. Mon secret gourmand, ça va être des trompe-l'œil, on a un peu une vision. Tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a tracé le chemin? Honnêtement, je pense que ce qu'on On a très savait bien qu'on fait. était à ça d'être très connu et à Très... ça d'être parce que on a eu confiance, on avait très confiance dans les produits, c'est sûr. Tu m'as toujours dit on est à ça. Exact, parce que nous, quand on a ouvert la mais boutique, parce qu'on avait confiance dans nos produits. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'on se disait, il nous faut juste le déclic. Ouais. Il nous faut ce petit déclic, en fait, ce petit coup de pouce qui va pouvoir nous aider. Puis, la formation Cédric Grolet, je l'avais fait avant l'ouverture de la boutique, hein. Bien avant l'ouverture de la boutique. Mais il faut savoir que pour lancer des trempe-l'œil, ça prend un gros système, ça prend une grosse organisation. On ne peut pas lancer ça, puis, parce que c'est des desserts qui sont très fragiles, qui sont très techniques. Donc, on a pris des éléments de la formation qu'on a utilisés dans d'autres desserts chez nous, les carrés d'or, le dipping du carré d'or, les perlas, plusieurs autres. Mais on savait qu'à un moment, on allait sortir ça, qu'il n'y avait personne qui avait ça ici, mais qu'on était à ça. Parce que quand on a ouvert la boutique, on a eu des grosses hype aussi, on a fait des grosses ventes, on a dû fermer plein de journées. Sold out. Ouais, on a dû fermer en début de journée. Je parle avant les trempe-l'œil. Hein. Avant les trempe-l'œil. Oui, quand la boutique a ouvert. Mais après, c'est comme ça, des tendances. Donc, on s'est rendu compte, OK, ça baisse. On faisait un produit nouveau, parce que ça remonte un peu. On ne parle absolument pas de la quantité qu'on produit aujourd'hui ou le système qu'on a aujourd'hui. Anis et moi, on était dans le day-to-day tous les jours. On était en vente. Moi, j'ai fait de la vente 2 ans. Sous l'eau complètement. Moi, j'ai fait de la vente 2 ans, 7 jours sur 7. Production le matin. Vente, je rentrais à la maison à 11h, je me changeais, je mangeais, je repartais à midi moins quart, ouvrais la boutique, jusqu'à 19h, 20h, on était ouvert. Donc, moi, je faisais les week-ends. Oui, et lui, il faisait le week-end. Et le pire, c'est que quand on avait on avait des vendeuses le week-end, mais il fallait qu'on soit très proche parce qu'on ne sait jamais. Elles peuvent être vite débordées. Il n'y avait pas de système. Le système n'était pas encore en place. On avait encore beaucoup de choses qu'on n'avait pas mis noir sur blanc. C'est sûr que le discours de la vendeuse, c'est pas quelque chose qu'on avait encore matérialisé. Donc, il était dans notre tête. Notre vision était dans notre tête. Mais on avait envie de l'enforcer, cette vision. Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'on soit présent partout, tout le temps, en fait. Donc, c'est sûr que ça vide ses limites aussi, parce qu'au bout d'un moment, on se brûle complètement. On ne peut pas donner à 2 personnes le travail de 10 ou de 15 personnes. Donc, c'est là qu'il a fallu… les 6-7 mois avant le début de trempe-l'œil, on faisait des tests, tu te rappelles, hein? On faisait plein de tests parce que les techniques, le spray, tout ça, c'est pas… Aussi, la formation, c'est sur des produits français avec de la matière première française, de la machinerie française. C'est pas forcément des choses que tu peux trouver facilement ici. Donc, on faisait beaucoup de tests. Puis, on s'est dit, OK, au mois de mai, c'est les 6 ans de mon secret gourmand. 6 ans, 6 desserts. Ou non, c'était les 5 ans, c'était il y a 2 ans. C'était 5 ans, 5 desserts. Puis je me rappelle, je parlais avec un monsieur, Philippe, un client très régulier, puis il travaille dans une grosse compagnie. Il travaille du marketing pour des grosses compagnies, puis il m'a dit ça, c'est pas normal, qu'il n'y a pas la file tous les jours ici, c'est pas normal, je ne vois pas de contenu, c'est pas normal, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Il m'a dit là, il faut mettre une stratégie et tout. Moi, je ne suis absolument pas stratégie, moi, c'est du feeling. Donc, bien, on se dit 5 ans, 5 desserts. Puis là, moi, comme je disais au début, j'avais beaucoup de contacts d'influenceurs avant qu'on commence à faire ça. Donc, j'avais quelques petits mondes. Puis, j'ai contacté un couple, ils sont français. Ils sont venus faire une vidéo chez nous. Puis, la page s'appelait Halal Montréal Food. Tu as envie de donner tout le détail des influenceurs qui… Non, c'est pas… Parce que là, c'est… En tout cas, il y a des influenceurs qui ont venu, puis ça a commencé à… On va faire gagner du temps. C'est là qu'il y a eu le déclic. Puis après ça, on a eu RIM. Et à partir de RIM, tout a changé. On a eu accès au monde de la télé et au monde qui voulait venir faire comme les influenceurs. Et comme ça a été un effet boule de neige, en fait. C'est que il y a des gens qui voient, puis ils veulent eux-mêmes poster aussi ce qu'ils ont vu, mais parce qu'il y avait vraiment le côté exclusif. À l'époque, on était vraiment les seuls. On est resté, je crois, 3-4 mois seuls, mais on l'a beaucoup subi. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans un système qui pouvait absorber autant de gens. Et le monde de l'extérieur ne comprenait pas, parce que quand tu as 3-4 vidéos par jour qui sortent sur toi, en fait, le monde ne comprend pas que ce monde-là n'est pas payé, que ce n'est pas de la pub. Donc,
Ils pensent que c'est de la pub, donc tu as fait du stock en conséquence, ou tu as du stock, c'est l'offre et la demande, quoi. Et vas-y, tu balances ce que tu as. Ce n'était pas du tout notre cas. Nous, on ouvrait à 11h, on fermait à 12h30, désolé. Ou le matin, je disais, on Il y n'aura avait pas beaucoup pour de tout le frustrations monde. de clients, beaucoup de frustrations de clients qui disaient mais on comprend pas, on vous voit partout sur les réseaux sociaux, comment ça se fait que vous n'avez pas assez de stock? Ben, si vous n'êtes pas capable de produire assez, ben, Vous vous n'avez avez qu'à qu'à fermer. fermer. Vous n'avez qu'à fermer votre boutique si vous n'êtes pas capable. Et comme dit Myriam, c'est ça, c'est que la perception des gens, c'était l'impression que nous-mêmes, on avait comme envahi les réseaux sociaux, nous, de notre propre initiative, en fait. Mais non, c'était un phénomène qui était monté Je pense comme qu'on- ça, qu'on n'avait pas maîtrisé forcément. Et puis, ben, on s'est retrouvé à être sold out. Comme elle dit, on ouvre à 11h, et sold out à 13h. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui n'était pas content, là. Je pense que Je je les ne connais comprends. pas beaucoup de compagnies qui refusent des influenceurs. On en a refusé, mais vraiment des dizaines de s'il te genre ne viens pas là, il n'y en aura pas pour les gens. Tu sais, le week-end de Olivier Primo, là, que le tour du bâtiment s'est fait tu sais, La encore, file, la file, on avait triplé notre effectif à l'époque. Mais il y avait la file dans la boutique et une file serrée. De 11h du matin à 4h de l'après-midi, là, ça faisait le tour de la bâtisse que tu connais, là. Ça faisait le tour comme ça, là. Puis moi, comment je réagissais, lui, il a dû proposer 2 semaines off pour gérer tout ça. Parce qu'on moi, je avait réagissais bien, toi, tu réagissais mal. Je pense mal. qu'on peut résumer ça comme très, ça. très mal. En fait, j'ai fait des crises d'angoisse, des palpitations. J'étais jetée et je l'ai toujours, community manager sur les réseaux sociaux, fait que je lisais là, toute la haine qui venait derrière, enfin toute la bienveillance. Oh, mais toute la haine regarde, qui on va venait t'apprendre quelque chose, Anthony. Il y a un peu de toxicité parfois sur les réseaux sociaux. Ouais. Ça peut arriver, mais c'est rare, c'est tellement rare. Mais je n'étais pas prête mentalement. Puis aujourd'hui, je Non, sais c'est tout le et je temps. veux le dire parce que ce matin, j'ai écouté une story apparemment, il y a un candidat de OD qui a un resto. Puis hier, suite au vote, Arnaud, il s'est fait mettre plein de 1 étoile sur son truc. Puis Brandon disait, c'est pas normal. Puis je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, tu sais quoi, ne jamais juger une place hypée sur les réseaux sociaux comme une place qui ne l'est pas parce que ça amène son lot de haters qui ont pas spécialement de pouvoir dans la vie, mais qui vont pouvoir l'avoir sur toi, là, comme ça. Tiens, si je pouvais mettre 0, j'aurais mis 0. Ouais, non, c'est sûr que ça, c'est. Écoute, ça va lui amener beaucoup de clients. On pourrait probablement faire un épisode complet sur les Google Reviews. Okay. Ça m'a touché. On peut se faire, ça nous a touché tous les deux. Là. Je veux dire que je l'ai mal pris. Une Google Review pour un véritable entrepreneur, quelqu'un en tout cas qui tient dans ce qu'il est en train de faire, là, quelqu'un qui aime quand même ce qu'il fait. Un Google Review, surtout dans les débuts, un Google Review méchant, c'est quand même dur. C'est quand même dur à prendre. Même les gens qui disent oh non, je m'en fiche. Non, ça fait quand même quelque chose. Mais comme je te dis, on pourrait s'en parler sur les Google Reviews. Il y a tout un sujet. On a perdu 0,4 sur notre note, nous, en espace de 1 an et demi. C'est énorme. Et ce qui est très drôle, c'est que des fois, tu as du monde. Mais ça fait partie du jeu, là, c'est normal, c'est pas grave. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a du monde qui te met dans des bons commentaires. Si je me suis fiée aux commentaires Google, je ne serais pas venue et je serais passée à côté de quelque chose. Donc, mais en fait, on voit tout et le contraire. En fait, c'est ça le truc. Nous, on est contents parce que la majorité de nos clients sont très contents. Mais ne pense pas forcément à le dire ou à le mettre. Ce qu'ils ont, évidemment, c'est la règle habituelle. C'est que c'est souvent ceux qui vont avoir, pour une raison X ou Y, une expérience qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes. C'est eux qui vont plus souvent poster que ceux qui sont très heureux, que je continue leur vie heureuse. Là, oui, en effet, c'est ce qui arrive. Puis oui, ça fait baisser une note. Mais à la fin, on est tous soumis un petit peu aux mêmes règles là sur Google. Puis il faut juste prendre du recul avec ça. Donc, moi, celle-là, là aussi, je dis, quand on est niché et quand on est brandé haut de gamme dans l'artisanat ou même dans le service, c'est très difficile de faire valoir la qualité que tu essaies de donner. Parce que, tu sais, ça va vraiment dépendre de comment la personne elle a passé sa journée. Est-ce qu'elle a senti de la bonne pistache? Parce que des fois, on goûte des choses que le monde dit c'est de l'arôme, qui dit que c'est de la pistache, genre ailleurs, parce que nous, on goûte chez tout le monde. Puis, on sait que c'est de l'arôme, mais le monde dit c'est de la pistache, ça sent fort. Puis, tu viens chez nous, là où le kilo, il est à 65, $70 le kilo de pistache, 0 arôme. Puis le monde dit ça goûte pas la pistache. C'est les habitudes des gens, un petit peu, des fois, c'est difficile. Et dans le service, c'est la même chose. Les gens sont habitués à un certain goût, des fois. Puis quand tu arrives avec un goût qui est vraiment différent, les gens peuvent penser que ce qui n'était pas bon, c'est ça la vérité, c'est ça le vrai goût de la pistache. Alors que là, on a introduit la vraie pistache qui coûte extrêmement cher en passant. Et puis, c'est bizarre, ça goûte pas la pistache. C'est normal, tu es habitué à l'arôme artificiel de pistache qui goûte un goût d'amande amère bizarre.
Mais ça reste que quand tu donnes un service haut de gamme et que tu tiens tête à ce service haut de gamme, je pense que ça finit par payer parce qu'aujourd'hui, les trompe-l'œil sont un petit peu partout au Québec. À toutes les rues, là, tu vas en trouver presque. Mais tout le monde s'est mis à en faire. Oui, tout le monde s'est mis à faire. Puis, il y a différentes qualités de trompe-l'œil. C'est sûr. Il y a du bon, il y a du différentes tailles, différentes qualités, différentes dans tout. Mais on continue à avoir l'image chez les gens qu'on est numéro 1 et qu'on est l'original, et on continue à avoir des files d'attente avant l'ouverture. Donc oui, ça puis montre au-delà du numéro 1 et de l'original, c'est que nous, de toute façon, on continue de se battre. Je ne l'ai pas dit tantôt, je l'avais juste en tête, c'est qu'on a aussi même des fournisseurs de matières premières, là, les gens qui nous donnent le sucre, etc., qui nous ont même conseillé de dégrader la qualité de certains ingrédients pour économiser sur les coûts. Mais nous, on n'a jamais voulu suivre ce conseil-là. Nous, on préfère changer de recette plutôt que de arrêter un dessert, même plutôt que de mettre un favori ingrédient de des moins gens. bonne qualité. Ouais, non, exactement. Parce que oui, ça arrive, on l'a pas dit non plus, mais les prix de la matière première, ça explose littéralement. Le chocolat, c'est devenu vraiment quelque chose. Le vrai chocolat, là, je parle pas de la graisse végétale et tout, qu'on trouve avec une couleur brune, là. Non, le vrai chocolat coûte extrêmement cher et les prix partent, ça crève le plafond, quoi. Et nous, on essaye, on veut continuer à utiliser du vrai bon chocolat et du beurre de et cacao, pas faire et du beurre de cacao. Tu peux pas faire de compromis avec ça. Le prix du beurre de cacao, je tiens à le dire. C'est presque $100 le kilo, là. Ça n'a aucun sens. Quand on a commencé les trompe-l'œil, il coûtait $35 le kilo. Parce qu'on parle beaucoup des qualités d'ingrédients aussi, mais je pense que les gens ne savent pas aussi, c'est le temps de production. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on mélange des ingrédients, on met dans la machine, puis ça sort, puis c'est tu fais bien de le dire. Non, tu fais bien de le dire. Un trompe-l'œil, c'est super technique, un trompe-l'œil. Mais on parlait de ça dans un meeting il y a 2 semaines. Notre branding aussi, ce qui est bien, il est bien, mais il nous limite aussi. C'est-à-dire que des fois, on a des petites remarques des gens, il n'y a que de la mousse dedans. Moi, j'ai donné un exemple très bête à Alice. Je lui ai dit, on aurait été en moyenne gamme normale, là, c'est là où la comédie et le drôle pourraient aller. J'aurais pris une bonne bouteille, j'ai écrit dessus mousse, et j'aurais juste rempli des contenants comme ça. Je dis, voilà, le dessert est prêt. Mais en haut de gamme, tu ne peux pas non plus faire ça. Fait que des fois, tu es quand même limité avec ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire, ce que tu peux montrer et ce que tu ne peux pas montrer dans le backstage, dans les coulisses de tous les jours, les défis de tous les jours. Ouais, non, ça après, c'est notre ligne directrice. Là, c'est sûr que nous, on ne veut pas non plus tomber dans certaines choses. On fait des choix par rapport à notre façon de communiquer sur ce qu'on dit, etc. Puis de toute façon, les commentaires des gens, nous, on essaye toujours de prendre en considération. On est toujours intéressé par ce que disent les gens. Même parfois, quand c'est très méchant, on essaie de voir derrière qu'est-ce qu'il peut y avoir comme réalité qui peut nous permettre de nous améliorer. Ouais. C'est sûr que des fois, il y a des commentaires où vraiment on n'arrive à rien trouver parce que il y a comme... Je veux dire, ça fait pas de sens. Quelqu'un qui a surkiffé, quelqu'un qui a dégueulasse. On se demande même s'ils sont venus chez nous, en fait, ou s'ils sont allés ailleurs. C'est déjà arrivé que des gens aillent ailleurs, puis qu'ils mettent un commentaire chez nous, qu'on les contacte, ils nous disent ouais, c'était non, en fait, vous êtes pas venus chez nous. On était fermés ce jour-là. Elle me dit, la pistache a changé de goût. Je lui dis, mais où est-ce que tu l'as acheté? Quand est-ce que tu l'as acheté? Lundi? Non. Je lui dis, nous, notre magasin à Holt, au Gilvy, il est ouvert le lundi, mais il n'y a pas le pistache dedans. Elle me dit, non, c'est chez vous. Ça fait des années que je vous connais. J'ai envoyé mon mari. Puis elle appelle son mari, elle voit, et c'était pas de chez nous. Donc, il faut juste être sûr de où est-ce qu'il vient le dessert. Mais après, là, en ce moment, on s'est beaucoup dirigé sur une gamme beaucoup plus poussée en trompe-l'œil. Il va y en avoir d'autres aussi qui sont encore plus loin dans le sens que c'est pas un fruit qui goûte le même fruit. On a essayé de pousser. Puis, on essaie aussi, avec le calendrier de l'Avent, exemple, on sort un calendrier de l'Avent qui est très, très différent parce qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'une pâtisserie qui sort un calendrier de l'Avent. C'est limite juste un chocolatier qui fait ça. Mais on a essayé d'ajouter une touche différente chez les gens. Et puis, ça va être je pense que l'épisode va sortir, le calendrier sera sorti. Ça va être le premier calendrier au monde qui va avoir son propre agent IA qui va être personnalisé pour la personne qui a acheté le calendrier de l'Avent. Fait que tu vas avoir, c'est ton agent à toi. C'est la petite nouveauté. Qui va te parler à tous les jours, qui va ouvrir avec toi ta case, mais qui va t'expliquer ce que tu as dans ton calendrier chaque jour. Tu ne peux pas tricher avec lui aussi.
l'histoire derrière la petite Mais surprise. ça revient au bon point de justement qu'on a dit, de devoir toujours innover. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est qu'on innove, il y a de la compétition, on innove, ben, il va probablement avoir la compétition dans Et je une, te deux. dirais, Celle-là est un peu difficile parce que Ouais. celle-là, de l'exemplaire que j'ai à la maison, ils ne l'ont pas. ce que je te dirais, c'est que ça va même plus loin que ça, c'est que oui, il faut innover, etc. Mais là, maintenant, avec les réseaux sociaux, puis avec le concept de la viralité, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut réagir très vite à la croissance et à la décroissance. Donc, nous, on a eu une croissance fulgurante à la viralité, en fait, par la viralité, mais on n'a pas du tout envie de connaître une descente de hype ou quoi que ce soit. C'est pour ça que nous, de toute manière, on s'engage à toujours ramener de la nouveauté et toujours essayer de rester. Là, on a réussi à se hisser au niveau de notre positionnement, au niveau de notre réputation. On veut rester là et puis on veut avoir de la nouveauté. On veut ajouter de la nouveauté tout le temps et on sent cette pression supplémentaire à cause de ce qu'il peut y avoir eu comme bruit sur les réseaux sociaux. Donc, on sent qu'il faut vraiment qu'on innove beaucoup. Parce que numéro 1, tout le monde peut essayer d'être numéro 1. Mais rester numéro 1, c'est un défi de tous les jours. Et le problème quand tu te structures, moi, ça c'est mon prochain défi à moi, c'est comment rester agile dans une compagnie qui est très structurée parce que tu n'as pas le choix que de la structurer. Et quand tu es à près de 40 personnes, tu ne peux pas être aussi agile que ce que tu étais avec 3 4 personnes. Donc, ça, sur les compagnies qui sont style comme nous, qui ont pas bâti parce qu'on était bâti avant, mais qui ont pris de la notoriété, qui ont vraiment scalé avec la viralité. Les compagnies qui grossissent de manière générale, on peut se retrouver avec des baisses de qualité, avec de l'uniformisation, avec de la standardisation, des choses comme ça, et que ça se ressente dans les produits au final. Puis nous, c'est sûr que on peut, comment dire, ça peut nous arriver aussi. Donc, il faut qu'on soit vigilant que de grossir ne nous amène pas en fait à faire comme tout le monde, ou bien finalement à standardiser, à faire des desserts qui deviennent fades, arrêter d'innover, etc. Ou Donc en perdre en agilité, comme dit Marie. Prendre ce que les clients ont l'air d'acheter le plus, par exemple, mais pas se dire en fait, on se reposer sur sa zone de confort. Ça se vend super bien. Pourquoi je vais aller me créer un nouveau truc qui est très choquant pour exemple, quand on a sorti le hot dog est choquant pour tout le monde, là. Au début, c'était pas. Le burger, c'était le premier. Le burger, oui. Bousculer un peu les gens, là. Ah, le burger. Qu'est-ce que ça fait dans votre vitrine? Oui, on a reçu des mails aussi de ça. C'est pas raffiné. Il y a des gens qui nous ont dit que c'était raffiné, entre autres, là, mais il y a eu de tout. Mais oui, le burger, c'est celui qui a fait le plus parler, mais c'est ce qu'on veut, nous. On a envie de bousculer un peu. Encore une fois, si on bouscule pas, si on n'a pas des retours de ce type, ça veut dire qu'on n'a pas atteint notre objectif de faire des choses différentes un peu. Oui. Là, je pense qu'on élabore beaucoup sur la compagnie actuellement. Puis je pense des fois, ce qui peut peut-être piquer la curiosité des gens aussi, c'est quoi la vision future, si on parle des 5-10 prochaines années. On dit qu'il faut toujours innover aussi, mais comment est-ce qu'on réussit est-ce qu'on faut sortir des nouveaux produits, là, le fameux calendrier qui semble être très, très, très innovant aussi, mais il faut réfléchir. Là. Comme tu as dit, Anis, il y a quelques secondes, justement, il faut l'essayer, il faut prendre les critiques, puis se dire, regarde, est-ce que c'est positif, négatif, comment est-ce qu'on l'améliore? Il faut toujours continuer à innover aussi. Oui. Exact, oui, tout à fait. Mais nous, on s'est rendu compte qu'il y a quand même une limite géographique à notre point de vente au début, enfin le premier. Fait que maintenant, on a eu un deuxième à Montréal, puis on va en avoir le premier, donc c'est à Brossard. C'est à Brossard, oui. Brossard, sur Boulevard Rome, ça c'est la boutique historique, c'est là où on faisait la totalité de notre production au départ. Maintenant, on a étendu la progression. Mais oui, donc tu allais dire. Donc aller avec d'autres points de vente, mais ça c'est aussi un autre défi quand on fait de la nourriture fraîche et qu'on fait de la haute qualité. C'est pas des choses qui sont entreposables. C'est extant là, puis tu peux garantir un stock, même si on parle même pas de question de stock quand on parle de ce genre de business-là, parce que la viralité peut faire qu'aujourd'hui, tu peux sortir 10 fois plus que ce que tu avais prévu. Donc, si tu avais, exemple, les Dubaï, parce que les Dubaï, ça tient quand même plusieurs mois même, mais que, exemple, nous, on a mis aujourd'hui ceux d'aujourd'hui et de demain, ceux de demain peuvent partir aujourd'hui aussi. C'est que comment tu te limites à, OK, ça, c'est ce que je peux vendre aujourd'hui, je ne vends pas plus.
Parce que le lendemain n'est jamais garanti. Le lendemain, il va y avoir une tempête, peut y avoir peu importe. Donc, c'est toujours entre je me sécurise pas. Pareil dans ton cash flow, pareil, la même chose. Est-ce que j'investis dans le beurre de cacao, puis j'en achète pour 3 mois, comme ça, je suis tranquille parce que c'est tout le temps sold out. Ou je garde un peu d'argent parce que je ne sais jamais. Tu es comme tout le temps, tu sais pas ce que tu vas faire. Donc, lui fonctionne beaucoup par organisation et fichier Excel et tout ça. Puis moi, je fonctionne beaucoup par feeling. Donc, ça fait comme on balance pas mal les deux sur ce Tout à point. fait. Donc, Une belle synergie entre les deux. Oui, tout à fait, exactement. Synergie incroyable. non, pas. Sans jamais aucun problème. Ça, c'est un autre podcast, là. Mais, ouais, ce sera un épisode, ça prendra un épisode aussi à part. Ça. Mais là, on est quand même. Lui, il a une compagnie, il est avec nous sur Mon Secret Gourmand. Ça lui change un peu les idées, lui, d'avoir des gens normalement constitués dans la tête dans son autre projet. Pas que moi qui non, c'est juste des défis différents. Moi, je fais de l'informatique aussi. J'ai une autre compagnie qui est une compagnie d'informatique et on développe du logiciel. C'est lui qui a développé notre calendrier. C'est ça. C'est la chance qu'on a, c'est que ma compagnie a pu développer de la technologie pour accompagner le processus de création de pâtisserie et aussi, là, comme notre dernière création là. Qui est cet agent d'IA qui accompagne les gens pendant l'ouverture de leur calendrier. Donc, c'est sûr que c'est cool aussi. Donc, nous, on profite, on aime bien essayer de nouvelles choses. Donc, on se dit, on tente plusieurs aventures et on regarde ce que ça donne. On s'amuse bien, on s'amuse. Ouais. Non, mais je pense qu'on a parlé de la belle histoire, puis on pourrait en parler encore très longtemps aussi, j'en suis sûr aussi. Mais ce que j'aime aussi, là, j'enverrai peut-être un message de conclusion, mais j'aimerais toujours prendre comme un pas de recul, puis quelqu'un qui souhaite commencer dans l'entrepreneuriat, puis peut-être, c'est sûr que votre niche est très, très unique, mais en général, quel serait le conseil que vous pourriez vous donner à vous-même quand vous aviez commencé dans l'entrepreneuriat? C'est un bon... Soit unique. J'ai 10 réponses à ça, vas-y. Soit unique, et on va toujours te dire que tu ne peux pas y arriver, soit parce que personne ne l'a fait, soit parce que cette personne-là, c'est sa peur intérieure à elle qu'elle projette sur toi. Mais plus on va te dire que ça ne se fait pas, plus ça se fait. C'est moi, c'est ce que je crois fort à ça. C'est sûr, moi je dirais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de risques qu'on prend à se lancer en tant qu'entrepreneur. Le pire risque qu'on prend, c'est d'échouer. Puis on aura appris énormément à ce moment-là, énormément. Peut-être que ça ne nous tente pas vu qu'on n'a plus envie de le faire et au moins on ne partira pas avec les regrets de ne pas l'avoir fait. On ne sera pas en train de dire toute notre vie, j'aurais pu. Exactement, j'aurais dû. En fait. Après peut-être un conseil que je donnerais aux gens, c'est ne pensez pas que parce que quelque chose a déjà été fait souvent, ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire mieux que tout le monde. Ça s'est déjà vu des tonnes de fois dans plein d'exemples, y compris dans de la technologie, y compris dans de la pâtisserie, y compris dans de la... peu importe. Mais c'est plus difficile de se démarquer, par contre. Ça peut être difficile, mais si tu arrives avec vraiment, si tu as la motivation, de toute façon, évidemment, l'entrepreneur, il arrive, il est motivé. Là. Je veux dire, s'il n'a pas la motivation, je pense que c'est le petit ingrédient qui lui manque au départ. Si tu as la motivation, puis tu as l'idée, puis tu y crois, faut y aller. Et puis, c'est sûr que les gens qui vont t'entourer, pour beaucoup, il y en a beaucoup qui vont essayer, par bienveillance, souvent, de te dire oh, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais peut-être arrêter ça, puis retourne dans ta job de 9 à 5, là, c'est plus sécurisé, plus confortable. Mais ça, évidemment, il faut accepter d'entendre ça, là, parce que ça va arriver, il y a rien que tu puisses faire. Il y a la mère qui va dire ah non, qu'est-ce que tu fais? Quitte pas ta job de 9 à 5, c'est une bonne grosse compagnie, tu peux pas. Ça va arriver, puis il faut juste accepter ça. Moi, j'ai eu, tu as fait toutes ces études-là pour finir pâtissière. Ça, tu vendais des lunettes, là. Oui. En tout cas. Non, je crois que c'est un très beau mot de la fin aussi. Puis je pense que c'est bon pour les entrepreneurs de vraiment le prendre à cœur aussi. Comme on a dit, c'est de se démarquer, oui, mais ça peut être se démarquer en ayant quelque chose de mieux, de voir qu'est-ce qui sont les lacunes dans le marché actuellement, puis est-ce qu'on est la bonne personne pour résoudre ce fameux problème-là par la suite aussi. Oui. Je vous remercie énormément, Anis et Myriam. C'est Myriam, je veux dire de dire quand même. Si vous n'avez pas encore essayé Mon Secret Gourmand, mais je pense que ça vaut absolument la peine. Votre page, je pense qu'elle est dure à manquer aussi, là, Mon Secret Gourmand sur Instagram, sur les réseaux. Si jamais vous passez dans la région de Brossard et Montréal aussi maintenant. On livre maintenant. Holt Renfrew, Guilvy, absolument, au centre-ville. Et on livre partout au Canada. Les mini tremplins, les Dubaï, le calendrier, les pralinés, les tartinades. Donc, vous pouvez avoir un goût de Mon Secret Gourmand avant qu'on soit chez vous
physiquement en magasin, On peut expédier. on peut expédier, oui. Ah, excellent. Fait que là, il n'y a plus de raison de ne pas pouvoir essayer là, des trompe-l'œil de Monseigneur Gourmand. Je vous souhaite une belle journée, puis merci à tous de votre écoute. Là. Merci à toi. Merci. Bonne journée. Tout le monde. Bye. Bye.